Bonjour, on est vendredi le 16 mars 2012 et dans 2 jours, le 18, le Front de gauche vous appelle à marcher à Paris entre la Nation, c'est toujours très beau, et la Bastille. Parfois c'est de la Bastille à la République, ça m'est arrivé de le faire, j'habitais dans le quartier, et même si je n'avais pas habité dans le quartier, j'ai eu des raisons. J'ai eu des raisons de marcher entre la République et la Bastille, ou la Bastille et la République, ou même entre la Nation et la Bastille. Et si vous lisez le blog, vous avez pu constater qu'il y a un certain nombre de militants du front de gauche qui viennent faire du ramdam, là, d'une manière pas toujours très subtile, parfois même de manière un peu menaçante, pour demander au blog de Paul Jorion de se rallier au front de gauche. Et la raison qui est donnée, c'est qu'il y a des ressemblances entre ce qu'on réclame ici et ce que réclame le front de gauche. Et une partie de ces ressemblances, je crois que je ne trahis aucun secret, est liée au fait que le Front de gauche a repris un certain nombre de propositions qui ont été émises ici pour la première fois. Bon, ça c'est un fait, c'est un fait. Est-ce que ça veut dire que le bloc de Paul Jorion doit se rallier à un parti politique français dans la situation actuelle? Alors, premièrement, le but pour moi de faire un blog, c'est pas de faire quelque chose d'équivalent à un parti politique. Et deuxièmement, je ne pense pas que ça fasse avancer le schmilblick actuellement de situer la discussion qui a lieu sur mon blog dans le cadre des partis politiques. Pourquoi? Je l'ai déjà expliqué, et je l'ai dit en particulier dans un billet qui disait tout ça reste d'être fort la même chose. Pour le moment, à mon avis, à mon sens, ce qui se passe en politique ne se passe pas au niveau des partis politiques traditionnels. Ça se passe ailleurs, ça se passe sur l'Internet, ça se passe au niveau de la guerre civile numérique, ça se passe au niveau des blogs, des forums, des chats. À mon avis, c'est là que ça se passe, des réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On en pense ce qu'on veut sur les motivations des gens qui ont mis ça en place, mais il y a des choses qui se passent à ce niveau-là. Et j'en suis convaincu. Je suis convaincu aussi que dans le cadre parlementaire actuel, les majorités qu'on élit dans les pays occidentaux, et j'ajoute les États-Unis là-dedans, ne conduisent pas à des majorités qui peuvent faire autre chose que de suivre les instructions qui sont données par des groupes du genre de la Troïka en Grèce, Portugal, Espagne, Italie, c'est-à-dire représentants de la Commission européenne, qui représente essentiellement les partis ultralibéraux que les pays, que les peuples, que les nations élisent en ce moment pour diriger leurs affaires, la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international. Fonds monétaire national qui, avec son frère ou sa sœur Banque mondiale, impose depuis pas mal de temps aux pays des choses qui ne marchent absolument pas, qui sont très dangereuses, qui font baisser l'espérance de vie, qui introduisent la pauvreté dans les pays, qui détruisent leur système social au nom d'une idéologie dont je reparlerai tout à l'heure, qui est une idéologie d'extrême droite, qui n'est pas du nazisme, j'ai déjà dit, mais qui est un équivalent strict de ce point de vue-là. C'est la justification d'aristocratie de l'argent, c'est ça qui nous tue en ce moment, c'est ça d'ailleurs qui tue aussi le capitalisme, qui est pris d'une panique suicidaire et qui, comme le scorpion qui se pique lui-même, je sais, c'est une légende, ça n'existe pas, mais est en train de s'auto-détruire. Alors je ne pense pas que ça se passe à ce niveau-là. Bon, des menaces éventuelles ne marcheront pas. Bon, ça fait plaisir, bien entendu, que certaines de mes idées et celles défendues par vous ici sur le blog soient reprises par des partis politiques. Il y a dans le programme du Front de gauche que j'ai lu des choses dont je n'ai jamais parlé et qui sont aussi de bonnes idées, mais le bloc de Paul Jorion se situe ailleurs, il se situe au niveau de ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un groupe de discussion, et un groupe de discussion qui avance et qui fait un excellent boulot. Un excellent boulot. J'ai fait une série de petits papiers qui sont des choses qui sont des ébauches, des esquisses de chapitres qui apparaîtront dans le livre que je suis en train de terminer.
Je vous ai promis de tout lire ça. J'ai été fort occupé, j'ai fait tourner de conférences en Belgique, en Hollande. Hier, j'étais à Paris pour faire encore un certain nombre d'autres choses qui sont très intéressantes de la manière dont ça va, comment dire, répandre encore les bonnes idées. Je participe à un film fait par la chaîne Arte, par exemple, mais il y a encore d'autres choses dont on parlera en temps utile. Et pour lire dans le train, j'ai mis tous les commentaires que vous avez mis sur ces billets, sur les questions qui restent à résoudre. Je les ai mis à la queue leu et arrivé dans le train, j'ai ouvert mon fichier pour m'apercevoir qu'il y avait pratiquement 500 pages à lire. Alors, j'ai fait le trajet de Vannes à Paris, j'ai fait le trajet de Paris à Vannes, et j'ai lu à peu près 20 à 25% de ce que vous aviez écrit. Donc, j'ai encore du boulot, j'ai encore du boulot. Et en lisant ce qu'il y a là, il n'y a pas beaucoup de déchets, les amis. Hein. Si on peut éliminer, si disons qu'on voulait en faire un livre, ce qui serait une bonne idée d'ailleurs pour une maison d'édition, et je vais en parler à celles pour lesquelles je travaille. Si on éliminait le déchet, qui sont des trucs qui sont un peu hors cadre, ou alors des remarques un petit peu désabusées qui ne mènent pas loin, le déchet, ça ferait, je dirais, aller à tout casser, on arriverait peut-être à 10%. Donc il restera encore pas mal de pages. Et vous faites des contributions qui font 5 pages, qui font 6 pages, qui sont des trucs vraiment importants, des réflexions. Ça fait vraiment avancer la discussion. Et certains d'entre vous viennent, il y en a un en particulier, qui vient de ce courant de l'école de Chicago d'économie, inspiré de ces idées libertariennes qui sont très 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 dangereuses, qui sont aussi dangereuses que le nazisme, ou que le fascisme, que le communisme de type soviétique, mais qui arrive quand même dans le cadre où la discussion a lieu, à faire avancer les choses en posant des objections qui sont parfois intéressantes et qui font réfléchir les autres, et la réflexion continue de ce type-là. Alors c'est ça qu'on fait essentiellement ici, et c'est une chose importante parce que, comme je vous l'ai dit, on ne veut pas un jour se retrouver à dire on a été dépassé par les événements, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt, comme a dit Proudhon en 1848, on n'est pas prêt. C'est une révolution qui est née avant terme. On veut pas, voilà, on veut pas ne pas être prêt. Alors je dis le mot révolution, ce qui fait que parfois on dit Jean-Rubon est révolutionnaire. Je dis non, non, messieurs, dames, faut pas confondre les choses, faut pas confondre les choses. Quand je vous vois, vous, essayer de sauver un système qui n'est pas récupérable, sauvable dans l'état où il est, et l'amocher encore davantage, alors c'est pas moi qui dis qu'il fait une révolution, je vous vois vous en train de détruire les derniers morceaux de ce système que vous voulez défendre. Ce qui nous amène par une transition tout à fait non voulue mais formidable à l'éditorial de M. Greg Smith, qui a quitté la compagnie Goldman Sachs et qui en a fait un éditorial dans le New York Times. Alors pourquoi est-ce que c'est une transition excellente? Parce que vous le savez, la compagnie Goldman Sachs s'est trouvée dans cette position, d'être une compagnie qui représente, qui peut être le symbole, je dirais, du système capitaliste, et qui, à une époque pas très lointaine, c'est passé il y a 4 ans, s'est engagée dans une tentative de détruire complètement le système en essayant de gagner de l'argent sur sa perte. On a essayé de trouver en face des gens qui étaient encore un peu optimistes et qui pensaient que ce système était sauvable. Et la compagnie Goldman Sachs, comme d'autres compagnies, Deutsche Bank, etc., JP Morgan, et ils ont été plusieurs à faire des choses, des tentatives de ce type-là, ont, pour gagner des derniers sous, les derniers sous qu'on pouvait faire, parié sur le fait que le système allait s'effondrer entièrement. Alors, ce monsieur Greg Smith, il a écrit cet article dans cette tribune dans le New York Times il y a quelques jours. Il a dit des choses qu'on savait déjà, parce que ça avait déjà été dit lors d'une commission du Sénat américain il y a quelques années, que j'avais suivi en direct et sur laquelle j'avais fait des blogs en direct. J'en avais fait 3 ou 4. J'avais assisté à l'ensemble de ces séances en direct où la compagnie Goldman Sachs était sur la sellette et où une commission du Sénat, présidée par M. Carl Levin, lui faisait dire ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas hésité pour un gain final à parier sur l'effondrement du système financier. Alors,
Monsieur Greg Smith, qui était l'executive manager de cette compagnie, la compagnie maintenant essaie de dire que executive manager c'est un rang subalterne, en fait il ne touchait jamais à des dossiers importants. Ce n'est pas vrai, j'ai travaillé dans des compagnies qui ont le même type de hiérarchie. Et les executive managers, executive directors, c'était des gens qui étaient au-dessus de moi. Bon, j'étais pas si loin. Je devais être au 3e ou 4e rang du sommet dans la compagnie Countrywide en particulier, dans laquelle j'ai travaillé dans mon dernier job de finance. Ce monsieur n'était pas un subalterne, il savait très bien ce qui se passait et il se plaint de la manière dont on parlait, dont on parle et dont on traite les clients de cette compagnie. Alors, vous le savez, c'est pas par hasard. Avant, les compagnies, les sociétés se préoccupaient de leurs clients. Voilà, on travaillait pour le client. On doit travailler pour un produit, un service. Et c'était le client qui devait être le destinataire et celui qui devait être content. Pourquoi est-ce qu'il devait être content? Parce que finalement, c'est lui qui détermine le profit de la compagnie. C'est le prix auquel on peut vendre à un client qui détermine le profit qui sera fait, les bénéfices qu'on peut se partager entre capitalistes, les premiers à servir, entre dirigeants d'entreprises qui reçoivent des bonus à des montants qu'on ne peut plus calculer, et les salariés qui reçoivent ce qui reste. Bon, alors je ne suis pas cynique, c'est simplement dans l'ordre dans lequel les discussions se font et dans l'ordre dans lequel les rapports de force existants font qu'on distribue les bénéfices. Alors, c'est dans ce type de compagnie que se trouve Goldman Sachs. On est là dans une logique où les choses ont changé de manière radicale quand un personnage appartenant à ce courant d'extrême droite de l'école de Chicago, libertarien, M. Milton Friedman, est apparu comme étant une des personnalités dominantes de la science économique. Et ce M. Milton Friedman a dit: les compagnies, les sociétés ne travaillent pas ni pour les clients, ni pour les employés de la compagnie, ils travaillent pour les investisseurs. Ceux qui sont déjà du côté du manche, ceux qui sont déjà les mieux servis, c'est-à-dire les investisseurs, les actionnaires, les capitalistes détenteurs de capital, comme on les appelait au 19e siècle, mais il n'y a pas de raison de les appeler autrement parce que c'est toujours exactement ça qu'ils sont. Non seulement le rapport de force était déjà en leur faveur, mais on ne s'occupe plus que d'eux. Il n'y a plus que. Voilà. C'est ça, recréer une aristocratie. Ce courant libertarien, école de Chicago, on l'appelle comme on veut, avec des messieurs von Mises, von Hayek, Rothbard et compagnie. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'on a remplacé une aristocratie terrienne, comme on avait avant 1789, on a remplacé ça par une autre, qui est l'aristocratie de l'argent, et plus ils en ont, mieux c'est. Bon, alors c'est pas très malin, parce qu'évidemment c'est ça qui tue le système. Parce que quand tout l'argent se trouve dans les mains de 1% de la population, les autres d'abord ne peuvent plus rien acheter. Les capitaux en question de ces gens qui ont du capital, ils ne peuvent plus les mettre dans l'industrie parce qu'il n'y a plus assez de demandes. Ils sont obligés de mettre ça sur les marchés spéculatifs. Sur le marché spéculatif, ça fait sauter toute la logique de formation du prix et le système disparaît entièrement. Alors, d'une certaine manière, on peut dire c'est bien fait pour eux, c'est bien fait pour eux. Ils n'ont pas réfléchi, c'est des gens qui étaient aussi stupides que le pensait effectivement John Maynard Keynes, parce que M. von Hayek était un emmerdeur autour de lui. Et M. John Maynard Keynes n'a jamais caché, c'est ce que dit son biographe, M. Skidelsky, n'a jamais caché à ses amis qui considéraient von Hayek comme un crétin. Il ne lui a pas dit officiellement, il lui appelait toujours, il lui rendait du cher ami, mais il n'en pensait pas moins. Ces gens-là, non seulement étaient stupides, mais ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Non pas qu'on regrettera véritablement le capitalisme quand il aura disparu, mais ils ont fait exactement le contraire de ce qu'ils voulaient faire. Et ils font souffrir les gens, ils les appauvrissent, leur font perdre des années de vie possible dans des bonnes conditions de relatif confort et de vie agréable entourés des siens. Ces gens-là vont à l'encontre de ça, ils sont à la tête du FMI, depuis des années à la tête de la Banque mondiale, c'est la même idéologie qui imprègne la Banque centrale européenne, et malheureusement pour nous, chers amis qui croyons que voter ça peut éventuellement faire une différence, c'est eux qui sont, c'est la même idéologie à la tête de la communauté européenne quand elle défend ses idées au sein de la Troïka.
Évidemment, il y a encore une quatrième partie, quand on est en Grèce, en Portugal, etc. C'est les représentants directement des banques. Ceux-là, je n'en ai pas parlé, mais c'est ça, c'est la quatrième roue de la charrette, ils sont là, et eux représentent une toute autre vue des choses, puisqu'ils ont récemment accepté de perdre un certain type d'argent, que certains crédits ne seraient pas remboursés. Donc ils ont une vision légèrement différente, un peu plus pragmatique. Ils veulent sauver d'une certaine manière. Ce sont les seuls finalement qui sont là pour défendre encore le système tel qu'il est et essayer de le sauver. Les autres l'enterrent, comme je l'ai dit, comme le scorpion qui se pique. Alors voilà le résumé des choses, de la manière dont les choses se font actuellement dans nos pays. C'est une réflexion importante. Moi j'ai travaillé dans le secteur du crédit à la consommation au niveau des crédits hypothécaires, donc essentiellement, bon, d'abord dans une toute petite compagnie qui s'appelait Pan American Mortgage, toute petite, qui a été absorbée ensuite par Countrywide. Ensuite, j'ai travaillé chez IndyMac, j'ai travaillé chez Wells Fargo qui est une grande banque qui s'en sort pas mal. Augmentation des dividendes de Wells Fargo de 80% entre l'année dernière et celle-ci, c'est une des compagnies qui s'en sortent. Je travaillais là, dans cette grande banque, dans la division du crédit à la consommation, pas directement dans le mortgage, je travaillais dans le second mortgage, le HELOC, le Home Equity Line of Credit. C'est dans le même secteur, c'est pas exactement la même chose, ce sont des deuxièmes, ce sont des crédits hypothécaires supplémentaires qu'on peut faire. Et j'ai travaillé enfin dans la compagnie Countrywide. Et quand je travaillais à Wells Fargo, on avait inventé à un moment donné, pour motiver les employés, le matin, on consacrait 5 minutes au service du client, sous le slogan « Le client est roi », un vieux slogan qui permet effectivement de vendre son produit de bonne qualité à des clients qui seront contents et qui paieront un prix élevé dont tout le monde bénéficiera dans la compagnie. Et très rapidement, ce qui est apparu dans notre discussion de 5 minutes, c'est qu'il y avait une contradiction absolue, bien entendu, avec le slogan, le vieux slogan, tout pour le client, au service du client, le client est roi, etc. Et la réalité dans laquelle on vivait, qui était une réalité post-friedmanienne, où on travaillait uniquement pour l'actionnaire. Si bien qu'au bout de quelques semaines, entre mes collègues et moi, qui étaient des gens qui avaient fait l'école assez longtemps, qui étaient des gens qui avaient beaucoup réfléchi, au bout d'un certain temps, nos discussions de 5 minutes étaient devenues tellement contestataires que notre patronne a cessé de venir. Elle n'a pas pu interdire nos réunions. Elle n'a pas pu les interdire parce que c'était la décision motivante de la compagnie qu'on allait discuter de le client est roi 5 minutes tous les matins. Mais la vraie réalité commençait d'apparaître, c'est que ça nous faisait réfléchir. Bon, je dois vous avouer que votre petit serviteur ici vous a joué un petit rôle quand même dans la manière de présenter les choses pour que la contestation émerge d'une certaine manière. Et votre serviteur, lui, n'était pas particulièrement, mécontent du fait que la patronne ait cessé de venir. La patronne a fini par virer le contestataire pour insubordination. J'ai été, messieurs, dames, viré de la compagnie Wells Fargo pour insubordination parce que ma patronne me demandait de refaire la crise des savings and loans, de la refaire à l'intérieur de notre compagnie. Et moi, j'ai voulu sauver le système en refusant de refaire la catastrophe des savings and loans dans la compagnie Wells Fargo. Ce qui lui permet probablement, c'est un des éléments qui lui permet d'augmenter ses dividendes de 80% par rapport au reste. Alors, dans cette compagnie Wells Fargo, parce qu'on parle aussi dans les discussions qu'on a, on parle de l'entreprise, on parle du travail, il y a quand même une chose que je veux vous signaler et qui permettait cette contestation. L'équipe dans laquelle on était, elle avait commencé toute petite. Et à l'époque où ça avait commencé, qu'est-ce qu'on nommait dans ces services de banque, du crédit hypothécaire, qu'est-ce qu'on nommait? On nommait des gens qui avaient une formation de comptable. Après, les choses sont devenues plus compliquées. Il a fallu calculer des prix en ajoutant des paramètres, des variables plutôt, et c'est devenu plus compliqué. Et notre équipe, à l'époque où j'étais, on devait être 150. Et dans la pyramide hiérarchique, c'était très intéressant. Au niveau le plus élevé, vous aviez les comptables, ceux qui étaient là avant, qui montaient par l'ancienneté, et puis on avait recruté ensuite des économistes,
En dessous des économistes, on avait commencé à recruter des ingénieurs. Et au tout dernier niveau, au niveau le plus bas dans la hiérarchie, vous aviez des docteurs en physique, vous aviez des docteurs en mathématiques, etc. Du point de vue du temps qu'on avait passé sur des bords d'école, la pyramide était entièrement inversée. Du point de vue de la compétence, nécessairement aussi. Et donc on recevait, et je viens de vous en donner un exemple, on recevait d'en haut des ordres qui n'avaient aucun sens. On était dans une situation où votre supérieur en savait toujours, quel que soit le niveau où vous étiez, votre supérieur en savait toujours beaucoup moins que vous. À un moment donné, on était 150 et on avait donc ces dirigeants qui étaient des gens qui avaient une formation de comptable. Je n'ai rien contre les comptables, mais je veux dire, ils n'avaient pas la connaissance des modèles mathématiques nécessaires pour comprendre ce que nous étions en train de faire, à leur demande et à la demande du service du marketing. À un moment donné, il y a une rumeur qui a commencé à circuler. Il y en a qui ont dit, vous savez que dans notre unité, il n'y a jamais eu de promotion. Personne n'a jamais été reconnu pour le travail qu'il faisait par une promotion. Alors, on ne sait pas exactement d'où venait cette rumeur, mais on a posé la question dans une réunion qui avait eu lieu, une réunion informelle. Quelqu'un a dit, est-ce que c'est vrai que la rumeur que personne n'a jamais été promu? Et la dame qui était à la direction des ressources humaines s'est tournée vers nous, elle a dit, bah, écoutez, je vais faire une enquête. Je vais faire une enquête et je vous dirai si personne n'a jamais été promu dans notre service, dans notre division. Ce n'était pas un service, c'était un département, ça occupait tout un immeuble. California Street à San Francisco, une de ces rues spectaculaires où on regarde d'en haut vers le bas ou de bas vers le haut. Il y a des très beaux posters, très belles affiches qui représentent la California Street à Wells Fargo. Je vais faire une enquête, a dit la directrice des ressources humaines. Et elle a fait une déclaration quelques jours plus tard. Il n'est pas vrai que personne n'a jamais été promu dans notre département. Alors quelqu'un a dit, mais des noms. Elle a dit, il y a une personne qui a été promue dans notre département. Et le nom qu'elle a donné, c'était le sien. C'était le seul. La seule personne qui avait été promue dans notre département, qui comptait 150 personnes, sur une période qui devait être une période de, peut-être pas 10 ans, entre 5 ans et 10 ans, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans, 7 ans. La seule personne qui avait jamais été promue, c'était elle-même. Alors, la pyramide inversée des connaissances, l'organisation hiérarchique, l'absence de promotion, le service au client qui est bidon, parce que c'est pas ça qu'on fait, on est au service de l'investisseur. Il arrivera un jour, puisqu'on se fout du client, puisqu'on l'appelle Muppet, parce qu'on l'appelle crétin, et ainsi de suite, dans les compagnies comme Goldman Sachs, comme Wells Fargo, etc. Le résultat, c'est qu'un jour, quand même, les gens ne sont pas si idiots, on ne vendra plus le produit. Dans l'article, dans la Tribune Libre, M. Greg Smith, qui vient de quitter la compagnie Goldman Sachs et qui a expliqué comment ça fonctionne là et que ce n'est pas une surprise. Mais enfin voilà, ce qui est le plus grave, ce qui est le plus, je dirais, dommageable, le plus dévastateur, c'est l'image. C'est l'image qu'a mis le New York Times pour illustrer cette tribune libre. Si vous ne l'avez pas vu, je ne sais pas si j'ai le droit de le reproduire, je ne vais pas le reproduire. On ne veut pas avoir des ennuis, mais je veux la décrire. Ce sont des vautours autour d'un cadavre, d'une carcasse, on voit des côtes. Et il y a un vautour qui s'envole, qui prend son envol, et qui perd deux grandes plumes au moment de son envol. Alors je crois que quand les dirigeants de Goldman Sachs ont ouvert le New York Times, ils ont lu l'article, ils n'ont rien appris de l'article parce qu'ils savent que ça marche comme ça chez eux. Ils ont dit Monsieur Greg Smith n'est pas un big shot dans notre compagnie, ce qui n'est pas vrai, il était un big shot avant de partir, mais ce qui a dû leur faire mal, et j'espère que ça leur a fait mal, c'est de voir l'image, comment on les représente, comme des vautours dont l'un des leurs s'envole en perdant simplement deux plumes. Voilà. Passez une bonne semaine. Je vais parler de choses très très différentes. Si vous avez envie d'aller manifester, n'hésitez pas. Certaines des idées qui seront défendues sont des idées qui sont nées ici sur le blog de Paul Jorion.
Et voilà, à la semaine prochaine. Voilà, il y a beaucoup de travail. Il y a 466 pages de remarques sur propriété privée, profit, concurrence, organisation des compagnies, qu'est-ce qu'on mérite, qu'est-ce que c'est que le mérite, est-ce qu'on doit parler en termes de mérite du tout, est-ce qu'on doit parler simplement du fait que les gens puissent, à la surface de la Terre, simplement avoir la possibilité de vivre dans de bonnes conditions, quel que soit le moyen dont les revenus dont ils disposent viennent. Et si on supprime le travail, il faut réfléchir aux moyens pour les gens quand même vivre et pas de vivre comme des pauvres dans la misère et ainsi de suite. Il faut réfléchir à tout ça. À tout ça, c'est ça qu'on fait ici. On va continuer, ça marche très très bien. Vous êtes là à produire de la matière, ouais, à utiliser votre matière grise et ça produit d'excellents résultats. Ça mérite d'être qu'on retienne, qu'on puisse relire ces choses-là. Et c'est pour ça que je vais en parler à différents éditeurs en disant, écoutez, ça mérite vraiment d'avoir une trace matérielle, qu'on puisse retourner à ça, une trace sur l'Internet qui soit d'une autre nature que simplement un blog où il y a sédimentation, les billets enterrent les autres billets, les discussions deviennent difficiles à trouver. On peut utiliser Google pour retrouver quelque chose, il suffit de mettre son nom, il suffit de mettre le mot dont on a parlé, et blog de Paul Jorion, ça marche très bien et ça va très vite, mais quand même, c'est pas le moyen optimum. Voilà, allez, à la semaine prochaine, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses auxquelles il faut réfléchir. On avance, on tient compte de ce qu'on dit, la preuve, et on fait avancer le schmilblick, on analyse les choses qu'il faut analyser, on les met à plat, on avance de nouvelles propositions et ça va dans la bonne direction. Allez, à bientôt, à la semaine prochaine, si Dieu nous donne une vie. Voilà, au revoir.